Alors, troisième défi, des organisations et des groupes qui expriment leurs intérêts et leur identité. Il y en a quatre groupes qui font partie de ce troisième défi. Tout d'abord, il y a l'Église. Dans la deuxième moitié du 19e siècle, le taux d'alphabétisation augmente au Québec, même si le nombre d'analphabètes demeure élevé, surtout dans la population canadienne-française. Pourquoi j'en parle avec l'Église? C'est qu'il faut savoir que les écoles sont confessionnelles, donc catholiques et protestantes, souvent en lien avec les anglophones, et on voit donc que le taux d'alphabétisation augmente, surtout chez les anglophones qui ont un petit peu plus de moyens là, pour se payer des études supérieures. Comment fonctionne le système d'éducation? Ben, il va changer. Donc, il y a un conseil de l'instruction publique. C'est changé par le ministère de l'Instruction publique qui devient le département de l'instruction publique où il y a des gens qui siègent sur le comité catholique, le comité protestant. Et on voit que du côté protestant, c'est 7 laïcs qui ne sont pas en lien avec les communautés religieuses, alors que du côté catholique, il y a encore 7 évêques du Québec qui en font partie. Il faut voir que les ultramontains demeurent très, très, très importants, même que les gens de l'Institut canadien vont être excommuniés parce qu'ils refusent de se débarrasser des livres qui figurent à l'index. Il y a aussi toute l'histoire de l'affaire Guibard, qui est un journaliste membre de l'Institut canadien, qui va mourir. Puis, en raison de ses positions clairement anticléricales, l'Église refuse qu'il soit enterré selon les rites catholiques. Sa femme réclame devant les tribunaux le droit d'enterrer le corps de son mari, ce qui va lui être accordé. Cependant, après l'enterrement, l'Église va désacraliser la tombe et ça démontre, cet incident va impliquer Monseigneur Bourget, l'évêque Bourget, l'Institut canadien, puis c'est relié dans les journaux, donc ça contribue à consolider l'autorité de l'Église en montrant à tous ce qui peut arriver à ceux qui s'opposent à l'Église. Donc l'Église, très très importante encore dans cette deuxième moitié du 19e siècle. Il y a aussi les artistes patriotiques. Donc à la fin du 19e siècle, il y a un large courant d'œuvres d'art patriotiques dont l'objectif est de mettre en valeur le pays et ses habitants. Je vous donne un exemple ici, L'Enfant malade de Marc-Aurèle de Foix-Suzor-Côté. Alors, ça, c'est sur le plan de la peinture, on essaie de mettre en valeur là, la vie traditionnelle ou encore des scènes de la vie quotidienne. Il y a aussi sur le plan littéraire, donc l'industrialisation et l'imprimerie vont favoriser la publication de textes littéraires qui sont destinés à un plus grand public. Par exemple, des romans populaires sous la forme, ou il manque un petit mot aussi, sous la forme de feuilletons. On écrit aussi des textes patriotiques. Puis il y a aussi le début d'une littérature un peu plus féminine. Voici quelques femmes là, qui ont travaillé, souvent sous un pseudonyme, qui ont écrit des romans à l'époque. On crée aussi ce qu'on appelle l'École littéraire de Montréal, où il y a un certain Émile Nelligan qui va y aller à l'âge de 17 ans, qui va devenir un poète marquant de l'histoire du pays. Donc, deuxième groupe, les artistes patriotiques. Passons maintenant aux organisations féminines. Il y avait des artistes, des romancières de l'autre côté. Alors, au 19e siècle, malgré tout, les femmes canadiennes sont toujours considérées comme inférieures aux hommes. Elles n'ont pas accès aux études supérieures, ne peuvent pas exercer certains métiers, elles n'ont pas le droit de vote, elles sont mineures aux yeux de la loi et elles vivent sous la tutelle de leur père ou de leur mari. Concernant le droit de vote, au début, elles l'avaient si elles étaient propriétaires. On leur a retiré et depuis 1892, on reconnaît le droit de vote aux femmes célibataires et propriétaires aux élections municipales et aux élections de commission scolaire, mais il n'y a aucune femme qui ne peut voter aux élections fédérales et provinciales. À travers l'Amérique du Nord, il y a de nombreuses femmes qui fondent des associations pour soutenir des œuvres de bienfaisance mises sur pied par des religieuses. Voici quelques exemples de ces organisations féministes. Ça crée des réseaux de solidarité féminine. C'est notamment au sein de ces organisations que va prendre forme le féminisme à la fin du 19e siècle. Donc ici, chez nous, c'est le Montreal Local Council of Women. Puis aussi, ça vient du Royaume-Uni, là, le YWCA, qui est là pour aussi en fait, une association pour les femmes. Surtout dans ces organisations des bourgeoises anglaises qui ont les moyens de payer les dépenses de leurs associations et ont une certaine influence auprès des autorités politiques, comme Grace Julia Drummond. Il y a certaines Canadiennes françaises qui en font partie et qui militent, comme Joséphine Marchand d'Endurant, qui va être la fille d'un futur premier ministre au Québec. Dernier groupe, les syndicats. Donc, les entreprises industrielles continuent d'imposer de dures conditions de travail aux ouvriers. Donc, on travaille tous les jours sauf le dimanche. 60 à 70 heures par semaine, soit 10 à 12 heures de travail par jour. Rare pause, c'est limité pour dîner et souper. Les salaires sont peu élevés, c'est environ 6,75 la semaine, alors qu'on juge que ça prendrait 10,25 pour la semaine pour répondre aux besoins d'une famille. Les femmes doivent donc travailler, souvent un salaire beaucoup moins que les hommes et encore les enfants. Puis les enfants, ils utilisent pour des
petits travaux. Il n'y a pas de vacances sauf pour Noël et à Pâques. Et il n'y a pas de congé de maladie et pas de pension de vieillesse lorsqu'on est trop âgé, donc une fois qu'on a arrêté de travailler. Donc, les syndicats ont longtemps été des organisations clandestines et illégales. En 1872, on légalise les syndicats, puis on cotise donc dans le syndicat, puis avec l'argent, on va embaucher des personnes qui sont chargées de négocier des ententes de travail. Alors, voici les principales revendications: diminution du nombre d'heures, augmentation du salaire, réglementation du travail des enfants. Et voici ce qui est fait. Alors, lorsque les négociations n'aboutissent pas à un accord, les syndicats organisent des grèves pour faire pression sur les employeurs. Il y en a eu une grève le 15 mai 1872 où 1500 travailleurs d'Hamilton, en Ontario, vont manifester en faveur d'une loi qui va limiter la journée de travail à 9 heures. Des syndicats, il y en a eu, comme les Chevaliers du Travail, la Fédération américaine du travail ou encore la Grande Association de protection des ouvriers du Canada. Puis, ben ça, l'Église n'est pas vraiment pour parce que dans ces syndicats, on voit souvent des valeurs qui sont anticléricales. Malgré tout, il y a quand même des mesures qui sont mises en place, comme l'acte pour protéger la vie et la santé des personnes employées dans les manufactures. Ça, c'est le gouvernement québécois qui met ça en place. En 1886, il y a le gouvernement fédéral qui met en place une commission d'enquête sur les relations entre le capital et le travail. En 1889, il y a un rapport, mais les recommandations sont très difficiles à appliquer. Et depuis 1886, il y a ce qu'on appelle la Journée des travailleurs, la fête du travail. Elle est le 1er mai parce que c'est à ce moment-là qu'il y a 340 000 travailleurs qui ont fait la grève aux États-Unis. Depuis, on garde cette journée-là, quoique chez nous, elle a été changée pour le 1er lundi de septembre. Donc, voici les 4 groupes qui militent pour de meilleures conditions de vie au Canada dans cette deuxième moitié du 19e siècle.